L'année 2019 conclut la décennie la plus chaude de notre histoire. Depuis la prise de conscience du changement climatique, les États tentent d'endiguer le phénomène à grands coups de mesures écologiques, d'accords multilatéraux et de beaux discours. Make our planet great again. Pour beaucoup, pourtant, c'est loin d'être suffisant, et des voix s'élèvent pour critiquer leurs actions. Alors concrètement, que font les États pour lutter contre le réchauffement climatique ? Bonnes ou mauvaises, utiles ou non, énormément de mesures sont prises dans le monde. On a donc décidé de lister celles qui sont, pour nous, les plus importantes. La première, c'est la production d'énergie électrique verte, dans laquelle la plupart des États ont décidé d'investir. Il s'agit des énergies produites par la biomasse, l'hydraulique, le solaire, l'éolien ou encore la géothermie. Il faut dire que leur intérêt est multiple. En plus d'être peu impactantes pour l'environnement, elles sont inépuisables, contrairement aux énergies fossiles. Ces intérêts et la pression exercée par l'opinion publique, ça a poussé beaucoup de pays à les développer. Et résultat, en 2017, presque 25% de l'électricité mondiale était produite grâce aux renouvelables. En France, on tourne autour de 21%, et ce taux atteint 34% en Italie, 35% en Espagne et jusqu'à 40% en Allemagne. Mais est-ce vraiment assez ? En fait, ce levier n'est pas non plus suffisant. Par exemple, l'Islande, qui produit 100% de son électricité grâce aux renouvelables, a vu ses émissions de gaz à effet de serre augmenter depuis 9 ans. À tel point que l'île ne sera pas en mesure de respecter ses objectifs climatiques. Dans le cas de l'Islande, c'est le tourisme, les industries lourdes et les transports qui plombent le bilan. Si l'électricité génère une part significative de nos émissions, elle est loin d'être la seule responsable. Et cet exemple permet de comprendre qu'un pays ne peut pas se contenter de seulement investir dans des moyens de production d'énergie verte, et que beaucoup d'autres domaines sont à prendre en compte. Depuis le début du confinement, les émissions de CO2 liées au transport ont drastiquement diminué. On peut d'ailleurs le voir sur diverses cartes qui circulent sur Internet. Mais au-delà de la solution un peu extrême de rester tout le temps confiné, pour lutter contre la pollution liée au transport, certains pays ont choisi de mettre en place la fameuse taxe carbone. Pour rappel, cette taxe, elle est directement indexée sur le prix du carburant. En théorie, cette mesure fonctionne. Par exemple, en Suède, les émissions de CO2 liées au transport ont bien diminué de presque 22%. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Et ça pour deux raisons. La première, cette taxe touche plus les particuliers que les entreprises. Et ça, c'est notamment dû aux nombreuses exemptions, comme par exemple les transports aériens ou maritimes, car les taxer reviendrait à les rendre plus vulnérables à la concurrence si les pays étrangers ne mettent pas de taxes équivalentes. Le deuxième problème de cette taxe, c'est que même si elle fonctionne, c'est surtout aux dépens des plus pauvres. S'ils ont l'obligation de se procurer du carburant, une hausse des prix va mécaniquement réduire leur pouvoir d'achat. Mais un pays a peut-être trouvé la solution. Si on retourne du côté de la Suède, sa taxe carbone, même si elle est 3 fois plus élevée qu'en France, a été instaurée en parallèle de baisse d'impôts, ce qui a permis de réduire à la fois l'impact négatif de cette taxe sur les revenus, tout en profitant de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Un autre moyen mis en place par les États pour régler le problème de la pollution des transports, c'est la promotion de la voiture électrique. Que ce soit par des incitations financières comme en Norvège ou par l'interdiction pure et simple des voitures thermiques. Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Le problème, c'est que la voiture électrique a aussi un impact sur l'environnement. Déjà la fabrication de ses batteries, puis aussi l'énergie qu'elle utilise pour rouler. La production de leurs batteries pollue énormément, déjà à cause du processus d'extraction de certains métaux toxiques pour l'environnement, et aussi parce que les usines qui produisent ces batteries ont besoin d'électricité. Et vu qu'elles se situent dans des pays où l'électricité est tirée en grande partie de combustibles fossiles, cela alourdit évidemment le bilan carbone des voitures produites. Ensuite, le deuxième facteur, c'est l'énergie qu'elles utilisent pour rouler. L'impact environnemental de la voiture électrique sera évidemment plus élevé si elle consomme de l'électricité produite par des centrales à charbon, comme par exemple en Australie où l'électricité dépend à 63% de ces centrales. D'autres leviers sont mis en place par les États, notamment pour lutter contre le plastique. Nous vivons dans un monde où il est partout, dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et malgré une prise de conscience collective, leur masse augmente de 3% chaque année. Or, le plastique, ça pollue. Pire, ça pollue à tous les stades de sa vie, depuis l'extraction du pétrole et du gaz nécessaires à sa production, jusqu'au moment où nous l'abandonnons.
Face à cette crise, des solutions existent. Réduire sa commercialisation, instaurer des modes de livraison durables, favoriser des produits réutilisables ou tout simplement le supprimer. Et c'est cette étape qu'a franchi la République dominicaine, premier pays à bannir la plupart des plastiques à usage unique. D'autres pays ont d'ailleurs pris des dispositions à sa suite. Mais les mesures sur le sujet s'inscrivent dans un temps très long et sont souvent incomplètes. Comme en France par exemple, où Brune Poirson a annoncé l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici à 2040. Alors que c'est un sujet d'autant plus important qu'on prévoit une hausse exponentielle du plastique dans les prochaines années. Un levier sur lequel de nombreux gouvernements agissent, et qui peut paraître symbolique, c'est le fait de former la jeunesse à l'écologie. Les politiques nationales ont intégré à l'éducation des éléments en faveur du développement durable. Nous sommes le peuple des colibris, c'est-à-dire une assemblée de personnes capables de changer les choses. À la rentrée prochaine, l'Italie s'apprête d'ailleurs à aller plus loin en intégrant à son programme 33 heures consacrées aux questions environnementales. C'est le premier pays, et pour l'instant le seul, à rendre obligatoire l'étude du réchauffement climatique. Même si on ne peut évidemment pas évaluer l'impact de ces mesures, cette initiative sera forcément utile car on parle là de former les citoyens de demain. Pourtant, c'est pas la peine de rappeler que malgré la bonne volonté des gouvernements, la jeunesse n'a pas attendu de recevoir ces cours sur l'écologie pour se mobiliser. Et de plus, la responsabilité environnementale ne doit pas être transmise uniquement aux jeunes générations, étant donné que c'est dès maintenant qu'il faut agir.